cette conférence du professeur Audisio. Alors cette conférence, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard qui l'organise. Donc ça, c'est une petite structure institutionnelle, un CAUE. C'est un acronyme un peu technocratique. Donc CAUE par département qui donne du conseil aux collectivités dans leurs projets d'aménagement, de réhabilitation de patrimoine ancien. Donc, nos interlocuteurs principaux sont les élus, les équipes techniques. Donc, on intervient surtout dans les petits villages des Cévennes, du Gard rhodanien. On intervient moins dans les villes qui ont déjà des services étoffés avec des techniciens. Et nous avons aussi une compétence de sensibilisation de la population sur les questions de valorisation de l'habitat, de prise en compte des problématiques d'environnement. Donc cette sensibilisation, alors on l'a fait avec des moyens qu'on a, qui ne sont pas forcément énormes, mais ça passe à travers des conférences, ça passe aussi à travers des formations qu'on essaye de développer de plus en plus auprès d'élus, élus des petites communes aussi, qui prennent leurs fonctions, qui n'ont pas forcément tous conscience du cadre réglementaire, de la morphologie, de l'histoire urbaine de leur village, des paysages, voilà, de tout un tas d'éléments. Et bon, ça passe aussi à travers l'intervention de spécialistes. Alors en architecture, mais nous essayons aussi dans notre département de développer une approche à travers la connaissance du passé, dont on sait qu'il est si présent ici à Nîmes et dans le département. Voilà, donc je ne vais pas développer M. Valade, qui est adjoint à la mairie de Nîmes, et l'architecte du bâtiment de France, qui nous fait une note à présent. Merci beaucoup. Voilà, donc quelqu'un aussi qui veille au grève. Et donc merci d'être là. C'est aussi l'action, la vigilance que vous avez sur cette foultitude de dossiers, de permis de construire, d'autorisation d'urbanisme, aussi on voit bien, le professeur évoqué aussi, bon, il y a toutes ces questions dans un département où il y a 10 000 habitants de plus chaque année. Il y a beaucoup de construction, beaucoup d'enjeux économiques, financiers sur ces questions, et donc le patrimoine, souvent, il se retrouve un petit peu coincé au milieu d'enjeux. Nous essayons d'être un petit peu en prévention. Les collègues des services du patrimoine sont là pour surveiller les autorisations, et puis parfois aussi, là ça ne va pas, il faut essayer d'arranger. Ça passe aussi à travers vous, à travers l'intérêt que vous pouvez avoir sur toutes ces questions. Donc ce soir, on revient aussi à Nîmes, alors sur une période qui est la spécialité du professeur Audisio, qui nous fait l'honneur de cette intervention sur un travail dont je ne sais pas si vous verrez qui regroupe sûrement des années de travail, de recherche, de lecture, vraiment un travail. Il évoquera un petit peu aussi la mythologie de ses travaux. Il va nous parler donc de Nîmes au XVIe siècle, à travers une histoire de l'hôtellerie. C'est aussi un angle qui nous a paru intéressant. Donc je pense que cette ville a une tradition d'accueil aujourd'hui avec ce qu'on appelle des politiques touristiques, mais on voit bien que il y avait peut-être déjà, ça serait bon de parler de tourisme, mais donc il y avait des gens qui venaient déjà là, François Ier, ça fait partie des étapes marquantes de la reconnaissance du patrimoine antique minois.
Donc là, le focus, cet ouvrage recoupe tellement d'aspects de la vie de la cité. Je ne sais pas si certains, donc, on vous incite à l'acheter, hein, il est surtout dans toutes les bonnes librairies de la ville. Ça recoupe vraiment énormément de problématiques. On voit bien évidemment les questions d'hôtellerie, mais à travers ça, le fonctionnement de la vie locale, politique, municipale, la société aussi, bon, la réforme qui arrive dans cette ville, l'usage du français aussi, les sources, je crois que j'étais en 1530, donc énormément de sources notariées, en latin jusqu'en 1539 et en français après coup. Donc, bon voilà, donc, toute une grande richesse de sources et un ouvrage exceptionnel. On a vraiment de la chance ici à Nîmes d'avoir le regard que vous posez sur cette période et ce soir, je chance que vous nous fassiez profiter de tout ça. Merci. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps. Je pense de plus en plus que c'est ce qu'on peut offrir de mieux à notre époque. Du temps à quelqu'un. Merci. Je ne sais pas quoi vous avez échappé à la télévision, je n'ai pas vérifié, mais il y avait certainement des choses passionnantes. En tout cas, je suis toujours heureux de partager un peu mes préoccupations, mes recherches, et je suis sensible au fait que vous me donniez un a priori favorable puisque vous êtes là. Ah, on n'entend pas au fond? D'accord. Je m'y mets. D'accord? Voilà. Oui, il faut le dire, en effet. Non, ça c'est très bien. Si vous intervenez, moi je dirais bon, même je cherche depuis des années une salle à Nîmes où il n'y aurait pas forcément celui qui sait et qui parle et ceux qui ne savent pas et qui écoutent. Mais une structure peut-être un peu plus conviviale qui permettrait d'avoir des échanges. Et ça c'est bizarre, il n'y a aucun architecte encore qui a proposé ça sur la ville de Nîmes. Bon, enfin, peut-être que ça viendra. En tout cas, au moins une salle modulable, ce qui après tout est possible là, par exemple. Il y a aucun reproche dans ce que je dis, hein, c'est simplement que nous avons cette habitude, c'est pas congénital, mais ça vient de notre éducation. Depuis l'école primaire, on nous apprend ça. Et comme j'ai enseigné aux États-Unis et au Canada, je peux vous assurer que ça ne se passe pas comme ça du tout. Ils n'hésitent pas à intervenir, et même il faut les calmer pour dire j'ai quand même quelque chose à vous dire. Donc merci beaucoup de cette invitation, monsieur Cartou, je suis très sensible et je vais donc vous parler en effet de l'hôtellerie à Nîmes au XVIe siècle. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'explique toujours quand j'écris un ouvrage, j'explique toujours pourquoi faire cet ouvrage, au fond. Quel est l'intérêt? Donc en histoire, il y a toujours trois éléments pour construire une œuvre. Il y a le thème, il y a le temps et il y a l'espace. Donc ici, c'est ce qu'on appelait à Nîmes les logis, c'est-à-dire les auberges, les hôtels aujourd'hui. Enfin, le terme auberge existe encore. Eh bien, l'idée m'en est venue par une réflexion. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé, et c'est pas faute d'avoir cherché, mais il me semble que j'étais étudiant encore, et je ne sais plus si c'est Robert Mandroux ou Lucien Lefebvre, dans un de leurs écrits, qui ont attiré l'attention sur ces espaces de sociabilité qu'étaient les auberges jadis. Et je ne sais pas, c'était resté quelque part dans ma mémoire. Et donc, arrivé à un certain âge, comme vous voyez, je me suis dit, mais enfin, pourquoi ne pas étudier ces lieux de sociabilité, de rencontre, et peu étudiés pour l'Ancien Régime. Les études commencent surtout au XIXe siècle, qui portent sur les auberges, commencent au XIXe siècle, et puis après au XXe, bien sûr. Donc les logis. Pourquoi Nîmes? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que vous le voyez sur la carte, là, que vous avez eu le temps de bien étudier depuis tout à l'heure, qui est que Nîmes est véritablement
véritablement à un carrefour, à un croisement de route entre nord-sud, comme vous le voyez, et est-ouest. Alors, le nord et le sud, c'est-à-dire plutôt les Cévennes vers l'Italie, et est-ouest, ben c'est en gros, on va dire, même s'il y a des étapes entre l'Espagne et l'Italie. Et donc, c'est un lieu qui me semblait, enfin, qui devait être probablement assez doué pour l'hôtellerie. Parce que quand vous avez des routes, vous avez des auberges. Les auberges sont liées aux routes. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, puisqu'on a signalé sur cette carte les endroits où j'avais repéré des auberges. C'est-à-dire qu'en dépouillant les archives à Nîmes, il m'est arrivé de trouver des gens venus d'ailleurs, qui passaient à Nîmes, qui laissaient une trace, par exemple un acte notarié, bon, et donc j'ai noté au fur et à mesure. Donc chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était un aubergiste d'Uzès ou d'Alès ou de je ne sais où, je notais sans plus. Et ça m'a permis de faire cette carte. Et on voit très bien que les auberges sont évidemment liées aux routes. Vous me direz, belle découverte, tout le monde pourrait s'en douter. Eh bien, pourquoi faut-il le montrer? Donc les logis à Nîmes, et pourquoi le XVIe siècle? Alors la première raison, c'est la plus banale, c'est la période que je connais le mieux. Donc je suis chez moi au XVIe siècle, je connais l'environnement, je connais déjà pas mal de choses, et donc je me suis dit, voilà, est-ce que c'est une raison suffisante? Non, il y en a une autre extrêmement importante, c'est que toute la documentation est pratiquement à Nîmes, et j'y habite. Alors vous voyez que... Non, parce que un des ouvrages précédents que j'ai fait, c'est sur les cordonniers en France du XVe au XIXe siècle, et j'ai voyagé en France pendant je ne sais combien d'années dans tous les dépôts d'archives pour aller faire ça, terminé maintenant. Donc, Nîmes, c'est très bien. Mais c'est pas seulement ça aussi, c'est que nous avons... alors, c'est une période un peu délicate, comme le rappelait d'ailleurs l'a signalé M. Pertou tout à l'heure, c'est que vous avez une écriture, vous allez vous en apercevoir très vite, qui est tout à fait... on peut dire épouvantable, et que, en réalité, c'est une spécialité que de pouvoir lire cette écriture, ça s'appelle la paléographie, et bon, donc bon, il faut être paléographe pour le lire. Vous verrez, je vous donnerai des exemples, et vous verrez bien que, quoi que ce soit du français, on ne comprend rien, parce que les formes des lettres ne sont pas les nôtres. Et en plus, il y a des abréviations. En plus, comme ça a été signalé, il y a pendant un bon tiers du siècle, un peu plus, tous les actes notariés sont en latin. Alors, quand vous avez du latin écrit dans cette écriture avec les abréviations latines, ça complique un peu quand même. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage qui m'a demandé une bonne dizaine d'années, et je dois dire que je n'aurais jamais osé proposer ça comme sujet de thèse à une étudiante, tellement l'investissement est trop important. On ne peut pas demander ça à un étudiant quand même. Il faut être à la retraite pour faire ça. Mais le XVIe siècle aussi, parce que c'est le moment où s'organise la poste. Et la poste est liée aux auberges. Parce que les auberges servaient de relais. Alors, je expliquerai ça tout à l'heure. Et c'est un des intérêts de l'étude de cette époque. Et puis aussi, parce que c'est à partir de là que se met en place une législation royale de plus en plus rigoureuse à l'égard des auberges. On voit bien dans le courant, à mesure qu'on avance dans le siècle, la contrainte du contrôle se fait de plus en plus sentir. Je vous donnerai des exemples en cours de route dans un instant. Donc, ce que je vous propose, c'est un voyage dans le temps. Et si vous croyez que c'est un voyage de touriste, vous vous trompez. Si vous êtes venu pour vous reposer, parce que je vais vous demander un effort. Et qui n'est pas facile. Et c'est toujours très délicat pour un historien, parce que nous avons toujours tendance à apprécier, c'est-à-dire au fond à juger, les choses et les gens en fonction de notre propre mentalité. C'est pas notre faute, c'est comme ça. Mais ça nous empêche de comprendre. Et vous allez voir que les attitudes sont très différentes et nous sommes trompés par
toutes les œuvres picturales qui nous sont venues de cette époque, je pense à Bruegel ou d'autres, évidemment, ils sont comme nous, ils ont une tête, deux bras, deux jambes, et on croit qu'ils sont comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne vivent pas comme nous. Ils ne sentent pas comme nous, c'est-à-dire ils ne ressentent pas comme nous. Et surtout, ce qu'on a le plus de mal à croire, c'est qu'ils ne pensent pas comme nous. Alors je vous invite à adopter mentalement une attitude d'anthropologue qui débarque non pas dans un continent inconnu, mais dans une période inconnue. Alors ma démarche était donc celle-là, les auberges, très bien. Alors c'est très bien d'avoir une idée, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Alors évidemment, quand vous voyez le bouquin, et vous dites, ben oui, il y a les moyens, bien sûr. Mais au départ, ce n'était pas gagné du tout. Parce que, voyez-vous, où est-ce que je vais trouver mes auberges et les hôteliers? Dans quel type de source? Alors, il y a une consoeur de l'Académie, Madame Hartmann, qui a écrit un ouvrage sur Galargue au XVIe siècle, et dans une petite note de son ouvrage, elle cite un document qui énumère 27 enseignes d'auberges à Nîmes dans les années en 1543. Alors, je suis allé, bien sûr, sortir ce document, que voilà. Alors, étant courrier de loin, c'est une très belle écriture, non? Ouais, c'est magnifique. Après, il faut le lire, voilà, c'est ça le problème. Alors, c'est du français, hein. Voilà. Alors, ce qui est écrit en très gros là-haut, c'est premièrement. Alors, il s'agit d'une liste qui a été faite par le trésorier de la ville, qui rembourse une partie des dépenses qu'ont fait les aubergistes au moment où l'armée est passée à Nîmes. Donc, les soldats ont eu besoin d'être logés, les auberges ont été réquisitionnées, il y a eu des frais, et les auberges se retournent vers la ville en disant « maintenant, il faut passer à la caisse, vous nous devez de l'argent ». Donc, il y a la liste de ces auberges avec la somme qui est donnée à chaque auberge. Alors, je vous lis simplement le premier paragraphe là-haut. Premièrement, à Bernard Clibos, hoste du Cheval Blanc de Nîmes, pour partie de ce qu'il a fourni au passage des gens de guerre allant et revenant du camp de Perpignan, et des vivres par lui fournis, outre la dépense faite dans sa vie de maison. La somme de, et alors vous avez le chiffre tout à fait dans la marge à droite, en chiffre romain, c'est-à-dire en mètres donc, c'est-à-dire 161 livres, 10 sous tournois. Et puis on passe aux autres, donc le suivant, je ne sais plus ce que c'est, François Gau. Alors oui, c'était très important cette œuvre. Je les connais tous, vous comprenez, depuis que je les fréquente. Alors à François Gau, l'os de la vache. Pour semblable, c'est-à-dire pour les mêmes raisons, alors il a 150 et quelques. Alors, l'intérêt de ce document, c'est d'abord qu'il nous offre autant de. Sur un même document, il y a 27 auberges. Et l'autre intérêt, c'est que les sommes, plus la somme est importante, plus on peut penser qu'ils ont logé de soldats. Donc ça nous donne déjà une idée de la hiérarchie des auberges qu'il pouvait y avoir au moins à ce moment-là, 1543. J'ai donc commencé par me dire, ben, je vais, ça a l'air, voilà, un document intéressant, je saisis là déjà un bon petit paquet d'auberges. Je me suis dit, je vais prendre ces documents officiels, c'est-à-dire les comptes, les délibérations, le cadastre, qu'on appelle le convoi ici, et voilà. Alors j'ai commencé à étudier ça, et puis je me suis aperçu que je n'arriverai jamais à connaître véritablement ce qui se passait dans les auberges, parce que c'est quelque chose de relativement extérieur. Dans la libération communale, quand on vous dit que bon, on donnera tant d'argent et après c'est au trésorier de le faire, ben ouais, mais qu'est-ce que ça donne de plus? Et alors là, c'est terrible parce que je me suis dit, il faut que tu t'attaques au notaire.
Alors je les connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur les actes notariés, jadis, y compris ma thèse, donc il y a très longtemps. C'est au siècle précédent. Enfin, ça fait pas de siècle quand même. Et donc, je me suis dit, il faut passer par les notaires. Seulement, voilà, je ne m'étais pas rendu compte de l'immensité de la recherche de ce dépouillement. 600 registres de notaires à dépouiller à Nîmes pour le XVIe siècle. Alors, il y en a qui font que quelques pages, mais vous en avez qui font 1000 pages. Et le problème, c'est que vous n'avez pas ce qu'on appelait à l'époque des rubriques. Il y a des registres notariés qui ont des rubriques à la fin. C'est-à-dire, au fond, un index. Alors ça, c'est très bien, en particulier s'il y en a parmi vous qui font de la généalogie, ça c'est très commode, parce qu'on va voir les noms et on voit si on trouve la personne qu'on cherche, la famille que l'on cherche. Mais là, le plus souvent, il n'y a pas de rubrique, et quand il y a une rubrique, les métiers ne sont pas indiqués. Donc, que faire? Ah ben, il faut prendre voilà, le mal en patience et hardi, et on y va, feuille après feuille. Voilà. Donc, si vous calculez, je n'ai pas fait le calcul, mais vous ferez si ça vous amuse, si on compte à peu près 200 folios par registre, ce qui veut dire 400 pages, parce que le folio c'est recto verso, vous multipliez ça par 600, puis vous voyez, vous ajoutez la feuille consultée. Et oui, il faut être un peu fou là, mais c'est un peu comme les aventuriers, hein, qui savent un petit peu de temps dans l'espace. Moi, je me suis pris un peu de temps, chacun de son domaine. Alors, mon propos aujourd'hui, ce n'est pas de vous présenter tout ce que j'ai pu trouver, et en accord avec M. Carpoux, j'ai pensé que, vu l'orientation architecturale en principe de ces réunions, je pouvais me limiter aux auberges. Et donc, je laisse tomber, tant pis, les aubergistes, les femmes aubergistes aussi, il y en a plusieurs, la clientèle, le personnel, bref, tout ce qui est humain. Donc nous nous contenterons, mais vous verrez qu'on ne peut pas faire une dichotomie aussi nette. Donc je me suis intéressé pour vous présenter les auberges à Nîmes au XVIe siècle. Et là, il y a plusieurs difficultés que je n'avais pas forcément prévues au départ. Ça paraît simple, puisqu'on appelle les auberges les logis. Bon, alors, chaque fois que je voyais logis, ou que je voyais hoste, comme vous l'avez vu ici, bon, donc je capte et je fais une fiche. Très bien. Sur ordinateur. Seulement, voilà. D'abord, au bout de quelques temps, pendant que je faisais cette recherche, je tombe sur des tavernes. Et puis sur des cabarets. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends pas. Puis je me suis aperçu, et j'en ai été vraiment un peu perplexe, c'est que un même établissement est appelé tantôt auberge, tantôt cabaret, tantôt taverne. En réalité, la différenciation, la clarification ne se fera qu'au siècle suivant. Le logis, l'auberge, en France, c'est-à-dire en Île-de-France. Parce que quand les gens de Nîmes partent en France, ça veut dire qu'ils n'ont à Paris. Alors, les logis, bien sûr, c'est là où on loge, comme le nom l'indique. Donc, on y mange et on y dort. Le cabaret, au XVIIe, on boit et on mange, et on ne dort pas. Et la taverne, on boit seulement, et en général debout. Mais malheureusement, moi j'étais parti avec ce schéma, en me disant que ça va être relativement simple, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des logis qui sont devenus cabarets, qui sont devenus ensuite tavernes, pour redevenir peut-être logis à un moment. Enfin, nous abordons là quelque chose de très important qui, moi, m'a beaucoup déconcerté depuis très longtemps que je travaille sur cette période. C'est que tout est beaucoup plus, comment dirais-je, fluctuant par rapport à nos catégories. Et ça n'avait pas l'air de les gêner. Nous sommes devenus cartésiens maladifs. Il faut absolument qu'on
qu'encadre, qu'on cerne, qu'on classe. Et alors ça pose de très gros problèmes aux chercheurs parce que je suis incapable de vous dire, parce que évidemment la question ne va pas tarder à se poser, c'est combien y avait-il d'auberges à Nîmes. Mais comment voulez-vous faire avec ce matériel mouvant que vous avez comme ça? Il faudrait que l'on ait, par exemple, à une certaine année, prenez cette année, 1543, que l'on soit sûr d'avoir toutes les auberges de la ville. Mais rien ne le prouve, rien n'est sûr. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Et puis il y avait peut-être d'autres établissements qui servaient à manger, à boire, mais vous ne pourrez pas loger. Donc, bref, vous voyez que c'est toujours, on découvre la réalité toujours plus riche que celle que l'on attend. Et puis, autre modalité de fluctualité, c'est que vous pouvez tomber sur une auberge qui existe juste cette année-là, au moment où vous avez le document, puis vous ne la retrouvez plus. Et puis vous avez des auberges qui n'ont pas d'enseigne. Bref, je suis en train de vous compliquer la vie, mais c'est celle que... C'est ce à quoi je me suis heurté, donc je vous fais partager mon embarras. Donc, on voit très bien, ici par exemple, alors sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire pour le XVIe siècle, de 1500 à 1600, j'ai trouvé comme enseigne, parce que le seul moyen finalement de trouver un logis, c'est une enseigne. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui m'échappent, mais comment les saisir? Donc, il y a une centaine d'auberges dans le siècle. Mais vous voyez, alors centaines, c'est très commode pour lire ce graphique, parce que ça revient à des pourcentages au fond. En bas, vous avez le nombre d'années, et vous avez le nombre de logis. Donc vous voyez avec ce graphique qu'il y a déjà 20% que je n'ai trouvé qu'une fois. Une année. Alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce que c'est la documentation qui est lacunaire? Est-ce que c'est moi qui ça m'a échappé? Bref, si l'on prend l'ensemble du siècle, sur la centaine, il y en a 7 qui ont vécu, que je trouve du début à la fin. Donc on peut dire que ce sont les établissements les plus solides, et sans doute les plus recherchés aussi, probablement, les plus stables en tout cas. Ce sont les auberges de Cheval Blanc, de Saint-Jacques, des Trois-Rois, des Faucons, de la Couronne, de la Pomme et de la Coupe d'Or. Et avant d'en venir aux auberges elles-mêmes, je voudrais vous rappeler, ou vous apprendre, je ne sais pas, qui venait au fond aux auberges. Alors je ne vais pas parler de la clientèle, mais qui s'adressait aux auberges? Et ceux qui voyageaient, bien entendu. Alors, il y en avait toutes sortes. Mais finalement, comment voyageait-on au XVIe siècle? C'est là où il faut que nous défions de nos propres réflexes d'aujourd'hui. Alors il y a les professionnels de la route, les artisans ambulants, les compagnons du Tour de France, les colporteurs, les pèlerins, les mendiants, les postillons, ceux qui vont d'un relais à l'autre pour assurer le courrier, les muletiers, les soldats, les étudiants. Bref, il faut y ajouter encore les voyageurs occasionnels, par exemple les migrants. Il y a beaucoup de migrants à Nîmes à cette époque-là, qui retournent dans leur village d'origine pour régler une question, quelle qu'elle soit. Cette époque, c'est la victoire du mulet. Et l'étape quotidienne, on peut l'estimer à plus ou moins 30 km par jour. À pied, avec ou sans mulet. Et bien sûr, le voyage, c'est une aventure. Alors ça aussi, on va avoir du mal à le réaliser quand même. Quelqu'un qui part de Nîmes pour aller à Marseille, il fait son testament. Et il dit que bon, il va... C'est pas parce qu'il va à Marseille, parce que s'il va à Toulouse, c'est pareil. Non, parce que je vois déjà Marseille. Moi, je suis Marseillais d'origine, c'est pour ça que... Mais
Non, donc les routes ne sont pas sûres. Donc on prend ses précautions. Et dans les testaments, on les voit. Alors quand ils vont à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome pour un pèlerinage, bien entendu, on comprend qu'en effet, c'est quand même loin. Mais même pour aller, je vous dis, pas très loin, moi j'ai trouvé de Marseille qui allait à Cassis et ils font un testament. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Non, mais vous voyez, ça change, ça permet de comprendre quand même dans quelles conditions vivaient ces gens. Quand on dit qu'on n'a jamais, qu'on n'est pas sûr aujourd'hui, la nuit, etc., ouais, bon, alors c'est des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'histoire. Hein. Parce que je peux vous dire qu'on n'a jamais connu de. Je parle de la France actuelle, parce que je ne peux pas compter sur ce qui se passe dans d'autres pays. Mais en tout cas, on n'a jamais connu de période aussi sûre. Ça, c'est absolument certain. Alors, les chemins, je vais vous lire la description qu'en donne, non pas quelqu'un de l'époque, mais quelqu'un qui connaît bien le XVIe siècle, c'est l'historien Lucien Lefebvre. Il a écrit ça en 1921. Les routes étaient le plus souvent dans un état déplorable. C'étaient des chemins de terre nullement empierrés. La fortune était rare de pouvoir utiliser l'une de ces voies romaines, de ces voies de maçonnerie indestructibles qui aujourd'hui encore gravent les siècles. Mais les pistes de terre courant sur sol marneux ou marécageux, la moindre pluie en faisait d'innommables fondrières. Les chevaux s'y perdaient jusqu'au poitrail. Les chars s'y embourbaient jusqu'au moyeu. Il fallait les déplacer, passer à travers champs, élargir sans cesse l'espace foulé, le cloaque. Pas ou peu de ponts réguliers par ailleurs. Beaucoup de barques, de navois, de bacs, de gués, parfois tout simplement. Rarement des ponts véritables, en pierre ou en bois, dont on payait le péage et le pontenage, et que les crues emportaient fréquemment. Nulle sécurité enfin. Le cavalier isolé était exposé, surtout s'il portait en croupe la forte somme, ou conduisait avec un serviteur, comme c'était l'usage du commerce. S'il conduisait sa charrette de marchandises, ou son petit convoi de mulets. Autrement dit, vous voyez, cette description est quand même très, très parlante, je trouve. Et elle nous montre qu'en effet, prendre la route, c'est pas faire du tourisme. Alors, dans ces conditions, finalement, heureusement pour lui, le voyageur arrive à Nîmes. Alors de loin, il voit déjà les remparts. Il est épuisé, bien entendu, parce qu'il a fait ses 30 km. Et enfin, il va pouvoir se reposer. Alors, la ville disposait de combien de logis finalement, en moyenne? J'arrive à une somme, elle vaut ce qu'elle vaut, à cause des aléas dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va dire entre 30 et 40. Bon, ça peut fluctuer sans doute, mais disons entre 30 et 40. Et, bien entendu, les plus apparentes ont une enseigne. L'enseigne est délivrée par les consuls. Vous avez l'exemple ici, voilà, une belle écriture encore. Là-haut, c'est la licence qui est donnée, diriger l'enseigne. Alors, salut de Paul. Voilà, messieurs des 4 consuls, qui s'en suit, monsieur, on aura pas, alors il y a le nom des consuls. Voilà, c'est le cheval rouge, l'enseigne du cheval rouge, pour faire un logis en une de ces maisons. Donc, et alors, il a la garantie que personne d'autre ne pourra ériger la même enseigne dans la ville, bien entendu. Donc, et normalement, on n'a pas le droit de vendre l'enseigne, puisqu'elle est cédée gratuitement par le consul. Mais en réalité, ça se fait. J'ai trouvé, et même un acte notarié, donc il n'avait pas l'intention de se cacher, qui vend son enseigne pour 1 livre et 10 sols, fait quelque chose comme ça. Et quand on n'a pas d'enseigne, que l'on soit taverne, cabaret ou logis, si on n'a pas d'enseigne, on doit mettre un rameau au-dessus de sa porte qui indique qu'il y a un débit de vin. Un rameau d'olivier ou une branche. Alors bien sûr, c'est pour renseigner le consommateur, mais c'est aussi pour renseigner le fisc. Parce que
tout débit de vin doit payer le droit du souquet à la ville. Et il y a des contrôles réguliers, bien entendu, pour vérifier. J'ai trouvé un acte tout à fait intéressant devant le notaire. Celui qui est responsable de récupérer le souquet pour la ville porte plainte parce qu'il y a quelqu'un qui sert du vin. Alors, il y a tout un récit, là, c'est une mère avec son fils qui tient cet établissement, et ils expliquent que, mais non, c'est juste parce qu'il y a des travaux qui se font chez eux, alors c'est pour les... Mais alors, d'autres disent, ah mais non, puis d'ailleurs, votre tonneau, là, il n'a pas la marque que la ville doit mettre. Alors on dit, mais si, il y a la marque. Alors l'autre arrive avec sa propre marque, il dit, non, non, c'est pas la même dimension, vous voyez bien que c'est pas la marque de la ville, c'est vous qui avez fait de fausses marques à faire. Bref. Voilà. Mais autour du vin, c'est pas nouveau, il y a bien des histoires. Donc le voyageur arrive à Nîmes et il va falloir qu'il trouve une... Donc il faut qu'il se renseigne. Alors ça paraît peut-être pas grand-chose, mais voilà par exemple quelqu'un qui témoigne. C'est Thomas Plater. Thomas Plater avec son frère, qui sont deux étudiants bâlois, donc de Bâle, en Suisse, qui sont venus faire leurs études de médecine à Montpellier. Mais ils ont une différence d'âge considérable, parce qu'il y a 40 ans de différence entre les deux séjours. Et c'est Thomas Plater, dans son journal, qui décrit son arrivée à Nîmes, alors qu'il était parti de Montpellier, il était allé jusqu'à Marseille, et il revenait, donc pour passer la nuit, une nuit avant de retourner à Montpellier. Nous voulûmes ensuite entrer, alors il est avec une petite compagnie, comme je vous ai dit, on ne voyage pas seul, parce que c'est pas sûr. Nous voulûmes entrer dans la ville, mais sous la porte, il fallut se quereller avec le gardien qui voulait savoir à toute force ce que nous venions y faire, et qui nous connaissions dans Nîmes. Nous voyageons pour notre plaisir, répondit Daniel, et pour visiter le pays. Là-dessus, le gardien s'écriait qu'il savait bien que les Allemands avaient l'habitude de gaspiller leur argent en promenade, mais que néanmoins, il nous fallait donner des connaissances que nous avions en ville et les faire prévenir par nos laquais. C'était pour nous embarrasser, parce qu'ils voyaient bien que nous n'en avions pas. Envoyez le vôtre, riposta Daniel, qui s'était aperçu qu'il n'en avait pas plus que nous. Lorsqu'il vit que nous lui regardions le blanc des yeux, il saisit une hallebarde, mais les autres gardiens s'interposèrent. Nous nous rendîmes alors à une autre porte et, une fois rentrés, nous allâmes au cheval blanc, où vinrent nous rejoindre plusieurs Allemands établis à Nîmes depuis de longues années. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'arriver sous les remparts de la ville, encore faut-il entrer. Bon. Bien entendu, si nous sommes en période de peste, ce qui arrive quand même malheureusement très souvent à cette époque, alors là, on ne peut entrer que si on a un billet de santé qui a été délivré depuis le lieu de départ. Alors, comment font les gens pour se trouver une auberge? Bien sûr, les gens de la bonne société, les notables, ont un billet de recommandation. Ils arrivent, ils vont directement chez monsieur Untel. Ce n'est pas le lot de tout le monde, évidemment. Quant aux plus pauvres, ils ne peuvent pas se payer un logis. Ils vont coucher sous un pont ou peu importe. Et la clientèle, finalement, est celle de ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Les marchands, les artisans, les gens de passage, enfin, voilà. C'est celle-là, tel est, si vous voulez, le gibier des hôteliers. Car quelquefois, les hôteliers envoient des émissaires à la porte de la ville pour récupérer les gens qui semblent un peu perdus et leur dire, ah, venez, on connaît ça dans d'autres pays, la terre actuellement. Néanmoins, se pose un problème qui est le problème de la langue. Quand ces gens arrivent de loin, oui, enfin, alors ça, moi c'est une question qui me fascine assez, ça, dans les recherches. Je me fais la remarque des fois des étudiants qui font des études et qui oublient ça. Mais comment les gens communiquent-ils quand ils arrivent d'un pays étranger, disons Paris? Bon. Eh bien, voilà le témoignage que nous avons de quelqu'un dont vous avez entendu parler, évidemment. C'est Jean Racine. Il a 22 ans. Sa famille voudrait qu'il fasse soit du droit, soit qu'il rentre dans la caricature, et lui, il lance à la littérature. Comment voulez-vous vivre avec la littérature? C'est bon.
Alors, on l'envoie chez son oncle qui est vicaire général à Uzès. Et donc, une fois arrivé à Uzès, il écrit à son ami Jean de La Fontaine. Nous fûmes 2 jours sur le Rhône et nous couchâmes à Vienne et à Valence. J'avais commencé dès Lyon à ne plus guère entendre le langage du pays et à n'être plus intelligible moi-même. Ce malheur s'accrut à Valence. Et Dieu voulut qu'ayant demandé à une servante un pot de chambre, elle mit un réchaud sous mon lit. Vous pouvez vous imaginer les suites de cette maudite aventure et ce qui peut arriver à un homme endormi qui se sert d'un réchaud dans ses nécessités de nuit. Mais c'est encore bien pire dans ce pays. Je vous jure que j'ai autant besoin d'un interprète qu'un moscovite en aurait besoin dans Paris. Néanmoins, je commence à me percevoir que c'est un langage mêlé d'espagnol et d'italien, et comme j'entends assez bien ces 2 langues, j'y ai quelquefois recours pour entendre les autres et pour me faire entendre. Vous voyez que ce n'est pas une vaine question de dire quelqu'un qui arrive à Nîmes, toute la population parle la langue d'or. Le français, ils l'ont un peu comme ça, plus ou moins. Le latin, bien sûr, parce qu'ils connaissent les prières du dimanche, mais à part ça. Donc en réalité, ils sont trilingues, mais pas tout à fait, quoi. Mais, alors, quelqu'un qui arrive comme ça, que fait-il? Eh bien, on va essayer de se faire comprendre, de se faire conduire finalement à une auberge. Ou bien c'est un habitué. Il y a des marchands qui viennent régulièrement, certains passent par là pour aller à la Force de Beaucaire. Ils ont leurs habitudes, d'autres ne connaissent pas, et ils se laissent guider. Alors là, comment faire? Alors, les logis, où se trouvent les logis dans Nîmes? J'espérais, moi, pouvoir faire une carte relativement précise. Et j'ai été déçu parce que c'est rarement très bien indiqué. On vous dit peut-être dans telle rue, mais on ne vous dit pas où. Ou bien on vous dit sur la place. Alors je me suis dit la place, mais je pense qu'il y en a plusieurs de places dans Nîmes d'ailleurs. Donc, enfin, c'est pas très précis, vous voyez. Et alors, il faut dire aussi que alors, finalement, je me suis réduit à localiser par quartier. Donc on aboutit à une localisation qui est celle-ci, c'est-à-dire, dommage, je ne peux pas pu faire mieux. Mais par quartier, vous avez les 5 quartiers à l'intérieur de Nîmes, comme vous connaissez peut-être, et puis vous avez les 4 faubourgs, les plus importants étant Saint-Antoine, la Couronne, les Prêcheurs, et il y en a un qui commence à cette époque à peine à croître, à naître et à croître, c'est la Madeleine. Alors vous voyez que, mais ce que ne montre pas cette carte, mais ce que je sais par les documents, c'est que il y en a 27 qui sont situés près d'une porte. C'est des cuissons. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur des remparts. Eh bien, ce n'est pas courant, parce que ce n'est pas du tout le cas de Toulouse, et ce n'est pas le cas d'Aix-en-Provence. Elles sont dans ces villes-là, les auberges sont plutôt à l'extérieur si elles sont près d'une porte, alors que la majorité des auberges de Nîmes sont encore à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des remparts. Ce qui n'est pas commode, parce que les rues sont étroites, elles ne sont pas pavées, enfin, c'est vraiment comment circuler là-dedans. Alors, plus tard, on verra que progressivement, les auberges vont émigrer vers l'extérieur. Mais là, on est encore dans le domaine de la sécurité. Et bien entendu, n'oubliez pas que c'est pendant cette période, à partir de 1900, que se déclenchent les guerres de religion. Alors, comme pour vous indiquer la complexité des... là, vous avez par exemple ce qu'on appelle le plan du chapitre. Et le plan du chapitre, parce qu'il y a toute une partie des maisons à l'intérieur de la ville qui doivent payer une redevance au chapitre chaque année. Et donc, par intérêt, bien sûr, le chapitre de la cathédrale a fait un relevé. Mais on pense que c'est plutôt un brouillon. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai vu 4, il me semble.
Mais vous en avez un qui est là, et on voit l'auberge qui est située, vous allez voir qu'on peut rien en tirer en fait, qui est l'auberge de la tête noire, de la teste noire. Il est ici, là. Voilà. Os de la teste noire. C'est écrit dans l'autre sens. Alors, en réalité, c'est écrit dans tous les sens. Et il faut tourner dans tous les sens si on veut tout lire, ce que j'ai fait. Mais bon. Alors, quand vous allez à la recherche des auberges avec ce genre de documents, vous voyez que quand même, c'est pas gagné d'avance. Alors, sur les 66 logis que j'ai pu localiser, 43 sont à l'intérieur et 27 sont. Et les 27 sont prévus de porte, ça je vous l'ai dit. Alors, voilà, là vous voyez, c'est l'exemple du logis de la tête noire. Comment voulez-vous situer précisément le logis? Heureusement, vous verrez qu'il y a une autre façon de le faire, et c'est le seul d'ailleurs, et qu'elle peut être finalement localisé. Alors bien entendu, tous les logis ne sont pas de la même importance, ni de la même qualité. Il y a une hiérarchie des logis qui est très difficile d'établir parce que vous n'avez pas sur un même document tous les éléments qui le permettraient. Vous voyez, j'ai essayé de faire une hiérarchie quand même à partir de 5 documents. Et vous allez voir que il y a les comptes du diocèse. C'est le diocèse de Nîmes, ce n'est pas le diocèse religieux, c'est le diocèse civil, qui recouvre à peu près le département du Gard. C'est le document de 1543 que je vous ai montré au tout début. Vous savez, là, cette page d'écriture. Là, on a en effet, on trouve à plusieurs reprises, à des dates différentes, les avances que fait la ville aux auberges avant de les réquisitionner, ou les remboursements, comme c'était le cas tout à l'heure. Il y a l'estime de 1548. Alors ça, c'est le relevé pour les impôts, pour l'imposition. Il y a le cabal de 1593-94. Vous voyez, il y a 50 ans d'écart. Pour le nombre de lits dans chaque auberge, parce que chaque lit est taxé. Et là aussi, vous voyez, il ne faut pas qu'on projette nos connaissances, parce qu'il y a des propriétaires de la moitié d'un lit. Et j'en ai trouvé de 1/3 de lit. Et bien entendu, on n'est pas la même somme si on n'a qu'un tiers ou si on a un lit entier dans une auberge. Ensuite, il y a le canage de 1596 qui relève les superficies. Mais quand vous avez les superficies, vous n'avez pas les. Vous ne savez pas s'il y a un étage, 2 étages ou 3. Donc, comment faire? Et le dernier, vous apprécierez si ça vous paraît pertinent ou non, c'est le nombre d'actes notariés que j'ai trouvé pour chaque logis. Le raisonnement est le suivant. Je me suis dit que les auberges qui avaient le plus d'activité passaient sans doute, c'est elles qui passaient sans doute le plus souvent chez le notaire. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais je n'ai pas trouvé mieux. Bon. Alors vous avez, voilà, par exemple, l'auberge de la Pomme, j'ai trouvé 145 relevés. Bon. Pour le Saint-Jacques, 123. Relevé, c'est-à-dire une fiche, quoi, et je l'ai trouvé, voilà, il y a un acte qui le concerne. 123 pour les 3 rois, et en revanche, tout au bas de l'échelle, un acte pour la Nous Dei. Je ne sais pas si c'est parce que c'est en latin, de personne gagnée. Un acte pour le Bourdon ou les chevaux verts. J'ai trouvé qu'un seul acte pour tout le ciel. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire mieux, mais en tout cas, ça va pu être un grand succès quand même. Le résultat, c'est que si je retiens les auberges, les logis pour lesquels j'ai au moins 15 occurrences, on trouve au sommet la Pomme, la Couronne, le Cheval Blanc, l'Étoile, les Arènes, la Coquille, les 3 Faucons, le Lévrier, Sainte-Marthe et la Tête Noire. Et au bas du tableau, le Chapeau Rouge, l'Écu de France, la Madeleine, la Tartugue. La tortue. Et sur les bâtiments, alors,
maintenant notre voyageur est arrivé, il a passé la porte, il a trouvé son auberge, et bon, comment se présente un rapport? Comment on a très peu de renseignements? Parce que même quand nous avons, par exemple, à la faveur d'un acte notarié, par exemple une location, quelqu'un est propriétaire du bâtiment et loue l'auberge à quelqu'un d'autre. Alors, on décrit évidemment ce qu'il va trouver. Alors, à cette occasion-là, le notaire passe d'une pièce à l'autre. Donc, il dit dans la salle, une table, 3 bancs, mais ça ne vous dit pas la disposition. Puis il dit, en entrant dans la petite salle, alors vous dites, mais il est passé à l'étage, ou il est entré directement là, voilà. J'avais eu l'idée, le projet, la fantaisie, l'illusion, de demander, de pouvoir faire un jeu, pour mon bouquin, de pouvoir présenter un plan, les architectes adorent ça, le plan d'une auberge, au moins une. Et j'avais déjà prévenu notre confrère de l'Académie, Antoine Bruguerolles, architecte, s'il acceptait de m'aider pour monter ça. Il m'avait dit oui, bien sûr, quelqu'un de très généreux, mais je n'ai pas eu à le solliciter parce que je n'ai pas eu d'éléments suffisants pour le faire. Vous devez en avoir un peu assez que je vous présente à chaque fois les désarrois dans lesquels je me suis trouvé. Mais je vous fais participer aussi un peu à ma recherche, pas seulement au résultat. Donc on arrive à une espèce de classement. À partir de ces 5-là, j'ai fait une espèce de classement plus ou moins approximatif. Je ne sais pas s'il est bien fiable, mais j'ai bien pu le faire mieux. Et alors il y en a un dont on a un inventaire assez précis. Ce qui est assez rare, c'est le logis de Saint-Jacques. Et alors celui-là, on est arrivé à le localiser. Il est pratiquement, pas tout à fait, mais enfin il est presque à l'angle de la Grande Courbée et de la rue Notre-Dame. Et alors, c'est un logis très important. L'inventaire est de 1500. Alors quand on fait le compte, quand on suit le notaire qui va de pièce en pièce, vous voyez que finalement, il a 16 pièces, donc 11 chambres. Donc ça, c'est considérable. Alors après, je pourrais vous décrire tout ce qu'on trouve dans là, mais je crois que je commence à être un peu long pour vous. Alors, je vais passer. Mais c'est rare que ce qui fait l'avantage d'une auberge, c'est d'abord s'il a une écurie, parce qu'il y a des cavaliers qui arrivent. Et puis, s'il a une cour, parce qu'à la belle saison, c'est quand même intéressant de pouvoir être dehors et il y a presque, pas tout à fait dans le tout, mais en fait très souvent, il y a le puits. J'ai été impressionné par le nombre de puits qu'il peut y avoir dans l'île à cette époque. Et qu'on retrouve d'ailleurs encore quand on entre un peu dans les cours. C'est vraiment... et donc là, l'eau ne manquait pas. Alors quel service offrait l'hôtelier dans ces conditions que je vous indiquer? Bien entendu, il faut d'abord se loger. Alors la qualité du logis est très variable. Mais il est très habituel, il est normal de coucher à 2 ou 3 dans un même lit, sans se connaître, bien sûr, des voyageurs de passage. Alors vous imaginez ce qui peut se passer à couple de vue, y compris des maladies d'ailleurs. Bon. Et selon l'affluence. Et les valets, les laquais, s'il y a trop de monde, vous allez coucher avec eux, ils sont bien contents. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte des conditions de l'époque. On est bien content de trouver un logement, mais être un peu au chaud et de se mettre à l'abri de la pluie ou du vent, qui peut être terrible chez nous. Donc se loger. Alors, bon, peu importe, l'équipement est très rustique, ça, si je vous dis ça, c'est vraiment... ça ne conviendrait pas du tout, c'est sûr. Alors, se loger, d'accord. Se restaurer. Alors, bien sûr, l'équipement, là encore, est très, très élémentaire. Il n'y a pas de table individuelle, la table est commune, bien entendu. Il y a les bancs, et on sert dans des écuelles, en bois, ou en terre, ou en étain. Et la cuillère. Le plus souvent, le client arrive avec son couteau, pour toutes sortes de raisons, et c'est dans le cours du siècle qu'on voit apparaître, à partir des années 1560,
la fourchette, qui n'existait pas, et la serviette de table. Jusqu'alors, les manuels de savoir-vivre indiquent qu'il faut s'essuyer la bouche et les mains avec la nappe. Pour la boisson, les gobelets sont de bois, de terre ou d'étain. Le vin se vend au guichet, vin rouge, vin blanc ou vin clairé, qui n'est pas le rosé, mais qui est le vin rouge qui n'a fermenté quelquefois qu'un jour. Donc, bien sûr, ça peut donner des piquettes à l'eau. Et bien sûr, il est interdit de couper le vin avec le loup. Mais il semblerait que ce soit une pratique très courante. On en a un témoignage, je vais vous donner. Il est du XVe siècle, 1413. C'est une anecdote de la vie de Saint Vincent Ferrier, le prédicateur catalan, qui est de passage à Majorque. Un cabaretier vint prier le célèbre dominicain de prêcher avec force sur l'obligation de payer les dettes que l'on a contractées. Parce que pas mal de gens partaient sans payer. On appelle ça la griverdée, c'est ça. Il avait cédé à crédit plusieurs mesures de vin et ne pouvait pas en retirer le prix. Très bien, lui répondit Saint Vincent, je dirai combien sont coupables ceux qui retiennent le vin d'autrui. Mais je voudrais savoir quel est le vin que vous vendez. Pour le lui montrer, le cabaretier alla chercher une bouteille du meilleur vin en lui disant « Goûtez-le. Vous verrez combien il est de bonne qualité. » « Versez-le sur mon scapulaire, dit le saint. »« Mais je vais gâter votre saint habit. » Ce dégât me regarde. Faites ce que je vous dis. Quel ne fut pas l'étonnement du cabaretier quand il vit que ce qui sortait de sa bouteille se divisait en deux parties. L'une qui était du vin tombé à terre, l'autre qui était de l'eau qu'il mêlait frauduleusement au vin restait sur le scapulaire. Et effectivement, à Nîmes, on a des contrôles, les contrôles de la qualité du vin, mais surtout de la qualité des mesures de vin. Et là, on a des contrôles, j'en ai trouvé deux là, dans le courant du siècle, où les consuls, c'est pas les consuls mandatent des experts qui vont faire le tour des auberges et qui vérifient si les mesures sont justes. Et alors, assez souvent, ils trouvent que les mesures sont petites. Et dans ce cas-là, ou trop courtes, l'expression c'est trop courte. Et dans ce cas-là, ils les détruisent, plus une amende. Et donc, ça signifie quand même que ça se pratiquait. Alors, que servait-on dans ces auberges? Là, on n'a pas tellement de renseignements, puis d'ailleurs, ça n'intéresse pas tellement l'architecture. Mais il y a d'autres services que le logement et le couvert qui sont assurés. Et c'est, par exemple, je vous l'ai dit, signalé, c'est la Poste. Alors, au départ, elle a été créée depuis longtemps. Hein. C'est Louis XI en 1470 qui l'a créée, mais c'est réservé au courrier royal. Et ça nécessite, tous les à peu près 30 km, d'avoir un relais de poste avec un postillon et des chevaux prêts à chevaucher. Alors on a, bien sûr, c'est réservé à quelques camps. Alors c'est assez intéressant parce que bien entendu, il y a une redevance qui est payée pour ce service postal. Et peu à peu, dans le XVIe siècle, on voit que les villes elles-mêmes commencent à s'organiser avec le service de poste propre pour emporter le courrier aux villes voisines, au Parlement de Toulouse. On voit aussi que, ça m'a beaucoup étonné, c'est que les hôteliers, enfin, les auberges servent pour passer des actes notariés. J'en ai trouvé 572, c'est-à-dire 16% des actes notariés sont passés à l'auberge. Alors on le comprend pour diverses raisons. D'abord parce que vous avez des voyageurs qui sont malades et font leur testament. Bon, d'accord, alors c'est le notaire qui vient, bien entendu. Bon. Mais vous avez aussi des mariages qui se font là. Pourquoi? Parce qu'après on est sur place. On est sur place pour boire un coude, pour trinquer ou pour faire un repas de noces. Donc, mais quelquefois c'est juste deux personnes sont allées boire un coup et du coup ils passent l'acte notarié et ils demandent « Ah mais tiens, on va dire à maître machin de venir, il est là en face. » Et bien sûr, le notaire vient. Alors il y a aussi d'autres services que
elle peut servir de séquestre, c'est-à-dire des biens sont saisis par la justice, et on les confie à un hôtelier qui a de la surface financière, pour qu'il garde ça jusqu'à la décision de la justice. Il y a un dépôt en caution, on peut déposer quelque chose. J'ai vu aussi des paquets de poste qui arrivaient là, et il y a des gens qui viennent chercher leur courrier. Alors ça c'est à propos puisqu'il y avait plusieurs cours de justice à Nîmes, et c'est des gens qui viennent retirer des papiers importants pour leur procès. Et puis c'est là que les consuls mettent des boîtes pour récupérer des aumônes pour les pauvres. Et puis vous avez encore notre service, c'est les jeux. Ils sont absolument interdits et partout pratiqués. Et comme le protestantisme devient important, à partir des années 1560, les pasteurs se désolent qu'ils n'arrivent pas à obtenir qu'on ne joue pas, au moins quand il y a le culte quand même qui vient un peu. Et puis, bien entendu, il y a quelques cas que j'ai trouvés, c'est de la prostitution. Et ça, j'ai été très déçu parce que je pensais que pouvoir trouver un tas d'actes il a dû se passer un tas de choses dans ces auberges, vous pouvez bien l'imaginer. Et de rixes, de bagarres, Et malheureusement, les actes de justice n'ont pas été conservés pour le XVIe siècle à Nîmes, donc c'est à travers quelques actes notariés que j'ai pu trouver quelques actes, y compris l'acte dont je parle, où c'est assez remarquable, parce que l'auberge, je comprends, savez-vous combien de pièces? Une. Et il y a un lit, non, il y a 2 lits. Il y a un lit pour la famille, parce que du coup, je suis ensemble, bien sûr, et un lit qui sert à autre chose. Donc, où il y a 2 personnes, 2 dames qui sont là, et qui font leur service à tour de rôle. Et alors, il y a une plainte qui est portée au consul, et donc il y a une enquête, les gens viennent le voir, enfin bref. Alors, c'est comme ça que j'ai appris que voilà. Donc, je l'ai dit que ça devait quand même exister. Alors, que reste-t-il de tout ça à Nîmes aujourd'hui, finalement? Ben, aucun bâtiment n'a duré jusqu'à nous, en tant qu'auberge. Quant à l'archéologie, vous savez comme moi qu'Nîmes, elle est fascinée par la romanité, ne s'est guère intéressée au temps dit moderne. La seule auberge de cette époque que j'ai trouvée en France, ce sont des fouilles qui ont eu lieu à Strasbourg, rue des Bateliers, fouilles qui ont été menées en 2007, concernant l'hôtellerie du Corbeau, qui était probablement la plus grande auberge de Strasbourg. Alors que reste-t-il? Eh bien, il nous reste, à vrai dire, des appellations qui rappellent leur existence, c'est-à-dire des rues ou des places qui portent le nom d'une auberge. Et je ne sais pas dans quel sens ça a joué. Si c'est la rue qui a donné le nom à l'auberge, je pense que c'est plutôt l'inverse. Qu'il y avait l'auberge et c'est la rue, au moment où on a donné le nom des rues, au XIXe siècle, qui a pris le nom où se trouvait l'auberge. Alors vous avez comme ça la rue de l'Étoile, la rue de la Madeleine, la rue des Trois Morts, la place de la Salamandre, la rue et la place de la Couronne, et puis vous avez l'appellation qui est restée jusqu'à aujourd'hui, même si c'est plus une auberge, c'est le Cheval Blanc. Et le Cheval Blanc, on le repère à Nîmes depuis 1460 et quelques. Néanmoins, alors il y a des appellations bien sûr, il y a aussi probablement une enseigne, car il y avait, qui est à la place Bellecroix, et qui justement près d'une porte, car les remparts étaient juste là, derrière, et c'est Saint-Georges, et il y avait effectivement une auberge, un logis Saint-Georges à Nîmes. Mais l'édifice ayant servi d'auberge, et qui s'est maintenu jusqu'à nos jours, c'est l'auberge de la Tête Noire, qui est place aux Herbes, qui est au fond de l'impasse. Et j'ai eu la chance un jour où je passais par là avec des amis à qui je faisais visiter Nîmes. Quelqu'un sortait de là, je lui ai demandé, j'ai dit voilà, je ne peux pas enlever le livre, bref. Et il m'a dit oui, enlevez voir. Donc voilà, à l'intérieur vous avez cette cour, voilà comment ce qui s'élève. Je pense que c'est encore la disposition de l'auberge de la Tête Noire du XVIe siècle. Voilà l'approche des logis nîmois du XVIe siècle qui m'a été possible de vous présenter. Merci de m'avoir suivi.
et j'espère que vous avoir trop saoulé. Oui, il y a eu des bégudes du côté de, sur la route d'Avignon. Rochefort. Hein? La bégude de Rochefort. Peut-être. Et ça m'a intrigué parce que justement, il y a là quelqu'un qui vient de. C'est un acte notarié que j'ai trouvé. C'est pas notarié ou je sais plus. Enfin bref, c'est quelqu'un qui rentre de Marseille et il a 500 écus d'or avec lui. Et il pensait arriver à Nîmes, et puis il a été pris par, je ne sais pas, les chevaux sont fatigués, enfin il ne peuvent plus aller plus loin, il est obligé de s'arrêter à la Bégude. Et en fait c'est dans le logis, la Bégude. C'est une halte en fait. Donc ça peut être juste un endroit pour désaltérer, ou ça peut être un logis avec... Mais dans ce cas-là, cette anecdote-là, c'est un logis, et il y a donc ce commissaire-là qui est là en train qui est arrivé, il a pu parler à table, je ne sais pas, et il va se coucher. Et il y a 2 ou 3 garnements qui sont là, et qui ont entendu ce qu'il disait, il dit mais il a la fortune, c'est l'occasion ou jamais. Donc on va lui faire la peau dans la nuit. Et bon, alors ils montent leur... mais ça rate, je ne sais plus très bien pourquoi. Pourtant, c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis, ah oui, alors parce qu'il y en a qu'un qui peut faire le coup et les 2 autres ne sont pas d'accord, donc ils discutent, donc ils réveillent l'hôtelier et du coup ça foire et ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Mais donc, oui, la Bégude, c'est juste une halte. C'est pas forcément un relais de poste. J'en ai profité pour vous fourguer mon anecdote. Est-ce que parmi ces visiteurs, vous avez pu repérer des motivations liées à la découverte des antiques ou du patrimoine romain? Alors, pas directement, mais oui, par l'apparition d'enseignes qui n'existaient pas avant. Donc, je ne sais plus si c'est en 1535 ou 36 que François Ier passe à Nîmes. Et il a été très marqué par les antiquités, mais je vous rappelle que les arènes étaient complètement habitées, hein, c'était une ville dans la ville, vous le savez. Donc je ne pense pas qu'il soit rentré là-dedans. Il s'en est plein. Il s'en est plein. Oui, mais donc il a été très marqué par ça, et les consuls avaient décidé de lui offrir une reproduction en argent des arènes, je crois. Absolument. Et puis il y a eu du retard, ils n'ont pas pu lui offrir quand il était de passage, donc quelques temps après ils sont allés lui offrir à Paris, et c'est à cette occasion que François Ier a donné les armes de la ville de Nîmes, qui sont celles que nous avons actuellement. C'était le but de l'opération. Voilà. Donc, alors je pense que ça a donné un peu, comment dire, ça a attiré l'attention et on voit apparaître des enseignes qui n'existaient pas avant, comme la Tourmagne, les arènes, le pont du Gard. On ne les voyait pas au début du siècle et on les voit apparaître dans le milieu du siècle. Je ne sais pas les dates exactes là, mais. Donc personnellement, je crois que c'est une retombée de cet intérêt royal pour les antiquités romaines. À combien on pouvait estimer la population nîmoise à cette époque? Oui, on a toujours besoin de chiffres, mais eux n'en avaient pas tellement besoin. C'est ça qui est. Non, c'est terrible. Vous savez que le roi de France ne savait pas combien il y avait d'habitants dans son royaume. Et quand même, c'était mal vu. Parce qu'il y avait l'exemple de David dans la Bible, qui avait voulu compter sa population, et que ça, c'est une prérogative divine. Et qui en avait été puni. Donc, d'ailleurs, ça
Il n'avait pas besoin de savoir. Il avait besoin de tant de centaines de millions de livres pour l'année suivante. Bon. Alors il avait besoin de ça, donc il décidait que c'était ça. Maintenant, ça on le divisait par province. Alors, c'est parti dans les provinces. Chaque province recevait, il devait payer telle somme l'année d'après. Bon, alors on répartissait par communauté, les villes, les communautés villageoises, etc. Donc, nous avons un système qui est ascendant. On parle des déclarations de revenus, mais non, là c'est descendant. Voilà. Donc, alors, combien est-ce qu'elle avait? Les estimations que j'ai pu faire ailleurs, par comparaison, montrent que le XVIe siècle a vu doubler les populations urbaines, entre 1500 et 700, plus ou moins. Donc on peut estimer que c'était sans doute 10 000 au début et 20 000 à la fin. Voilà. Une dernière question? Oui. Est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé la notion d'affenage? Parce que les affenages, il y en avait encore à Nîmes juste après la guerre. Il y en avait une à l'ère du Sceau, une autre à côté de l'ancien magasin des Dames de France. C'était l'endroit où les paysans de l'environ, qui venaient au marché le lundi à midi, venaient avec leur cabriolet, leur charrette, s'arrêtaient, mettaient le cheval, et c'était une espèce d'auberge qui existait depuis des siècles. C'est l'affenage. Ça ne dit rien. Je ne sais pas, je me souviens pas retrouver ça. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne sais pas. Une question. Ce sont des textes du XVIe que vous avez analysés. À l'époque, quasiment 100% vous parlez de Languedoc. Est-ce que ces textes, et parfois vous les avez trouvés en Languedoc, où c'était banni des actes officiels, quoi, à cette époque déjà? Oui, oui. Alors, ça dépend. Non, c'est-à-dire que, par exemple, comme on vous l'a dit, pour les notaires, tout est en latin jusqu'en 1539. Ça me vient très bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que du jour au lendemain, mais strictement, du jour au lendemain, le notaire passe du latin au français. Ce qui prouve qu'il connaissait le français et qu'il l'écrivait même. Bon. Donc, non, mais ça en dit long hein, sur l'imprégnation quand même française de l'élite lettrée, bien sûr. La population, c'est autre chose. Alors, des actes en Languedoc, on en trouve. On en trouve, c'est pas les plus nombreux, mais ça existe. Et par exemple, alors les actes officiels, par exemple les délibérations communales, sont pratiquement toutes en français, sauf au début du siècle. Au début du siècle, on en trouve en Languedoc encore. Et puis de temps en temps, vous avez un acte en Languedoc, vous ne savez pas pourquoi, mais peut-être parce que le client l'a demandé. Bon, c'est possible. Et sinon, vous avez encore les actes en latin dans tout ce qui est ecclésiastique, bien sûr. Bon, si administrativement, c'est pas passé du jour au lendemain, l'écriture en français. Ah, si, si. Si, si. Non, parce que, vous savez, depuis le XIVe siècle, le français, c'est la langue du roi. C'est la langue administrative. Si vous voulez faire carrière, vous devez apprendre le français. Alors la population, elle, non, elle parle le Languedoc, bien entendu. Mais, oui, ici, même bien avant 1539, les délibérations communales passent au français. C'est la langue du roi, quoi, quand même. Merci beaucoup.